Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici pour la REF. Rodolphe Saadé, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous deviez intervenir au départ ce matin sur le débat consacré à la puissance des maires. Je crois que votre agenda ne vous a en fait tout simplement pas permis d'être là, mais vous teniez particulièrement à vous exprimer à la REF. Pour quelle raison? Parce que ce moment-là, il est particulier, il est important? Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est la première fois que j'assiste à la REF. Donc pour moi, c'est une grande première. Et merci Patrick de m'avoir invité cet après-midi, à défaut de venir ce matin. Et pour moi, la REF, c'est quand même une référence au niveau des rencontres. Et ça marque le début de la rentrée. C'est là où on échange des points de vue. Et en ce moment, je sais qu'il y en a beaucoup au niveau politique, mais c'est le bon endroit où on rencontre des entrepreneurs, des entreprises, et on échange sur différents sujets. Donc oui, je suis ravi d'être là. On va y revenir d'ailleurs à cette question politique dont vous parliez il y a un instant. C'est l'occasion, en fait, cette REF, de vraiment confronter les visions, de voir aussi peut-être quel est le rôle des entrepreneurs, comment aujourd'hui ils peuvent agir davantage au sein de la société. Absolument, parce que c'est un rendez-vous où on se dit les choses, on s'exprime librement, on donne un point de vue sur son entreprise, sur l'environnement dans lequel on est, et on échange de manière assez ouverte. Et vous avez le sentiment, vous, grand patron, qu'aujourd'hui, ce rôle-là, ce rôle des entrepreneurs, dans la société de 2024, il a changé? Je pense que, surtout en ce moment où le pays passe par une période compliquée, c'est important qu'on puisse échanger, qu'on puisse aussi se rassurer sur ce qui se passe dans le pays et à partir de là, essayer d'avoir des perspectives intéressantes pour l'avenir. Alors, vous le savez, Rodolphe Saadé, cette REF, elle s'est choisie, comme chaque année, un fil conducteur. Cette année, c'est pouvoir. Le pouvoir ou pouvoir de faire. Moi, je voudrais connaître votre définition de ce mot. Qu'est-ce qu'il signifie précisément pour vous? À vous dire la vérité, j'étais un peu surpris que vous ayez choisi ce thème de pouvoir, parce que le pouvoir, ça peut un peu effrayer. Ça dépend ce qu'on fait du pouvoir. Et en ce qui me concerne, moi, je pense que le pouvoir n'a de sens que si on a une capacité de faire. On a des responsabilités en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis des 160 000 collaborateurs du groupe CMA-CGM. Et à partir de là, il faut en faire quelque chose de bien. Donc c'est pouvoir faire, c'est aussi avoir le droit, avoir la permission, avoir l'autorité parfois, la puissance de faire. Et surtout l'humilité. On est un groupe familial et l'humilité fait partie de nos valeurs. Donc oui, le pouvoir, mais il faut l'utiliser comme il faut. Et en tant que verbe, justement, pouvoir, est-ce que quand on est entrepreneur, on peut toujours, est-ce qu'il y a des choses qui, parfois, peuvent limiter les marges d'action des entrepreneurs, des patrons? Moi, j'ai tendance à dire, j'utilise un proverbe anglais qui dit « the sky is the limit », c'est-à-dire qu'il y a rien ne nous empêche d'aller toujours plus loin, plus haut. Mais on a aussi des responsabilités dans la manière de le faire, que ce soit nos responsabilités au niveau de la société ou au niveau de l'environnement. Et je pense que vous avez prévu de me poser des questions sur notre programme environnemental, donc je réserve mes questions pour tout à l'heure. On va y venir évidemment. Justement, vous deviez évoquer ce matin la puissance des maires parce que, est-il besoin de le rappeler, votre groupe est au départ historiquement lié à cette histoire des maires, la CMA-CGM et au fret notamment, activité qui est historique. Être puissant, est-ce que c'est être comme vous l'êtes aujourd'hui, 3e armateur mondial de porte-containers? C'est aussi peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, trouver les moyens de le rester. Je pense au-delà de le rester, c'est de devenir premier. Aujourd'hui, nous sommes numéro 3 dans le transport maritime, nous sommes numéro 5 dans la logistique. À nouveau, le groupe CMA-CGM, c'est aussi une formidable équipe. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être ambitieux et on n'essaierait pas d'aller au-delà de notre 3e position dans le transport maritime. Comment on fait, justement, pour parcourir ce chemin entre la 3e position et la pole position? Il faut continuer à se développer, il faut continuer à investir. Dans notre métier, il n'y a pas de secret.
C'est comme quand vous faites du vélo, si vous vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Et dans le transport maritime, si vous n'investissez pas en permanence, si vous ne faites pas en sorte de développer vos parts de marché de manière profitable, vous n'avancez plus, vous êtes distancé. Et le groupe CMA-CGM continue à investir massivement dans de nouveaux navires propulsés aux nouvelles énergies, et c'est comme ça qu'on continue à avancer. Ouais, je suppose que ça passe aussi parfois, et vous parlez des nouveaux navires, par des changements de stratégie ou des changements de manière de faire. Est-ce que finalement, on n'est pas obligé de faire comme ça? On a une obligation de résultat quand on est à ce niveau-là, avec ces capacités-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on commande des navires, on a plusieurs critères avant de décider de ce genre d'investissement. Le premier, c'est est-ce que ces nouveaux navires vont répondre aux nouvelles normes environnementales? Et le groupe CMA-CGM a investi plus de 18 milliards de dollars depuis 2017 dans de nouveaux actifs navires qui sont propulsés aux nouvelles énergies. 18 milliards de dollars, c'est énormément d'argent qui ont été investis pour essayer de réduire nos émissions de CO2. On n'a pas encore trouvé la solution miracle, mais on y travaille, et avec les navires qui sont propulsés au gaz naturel liquéfié, on arrive à réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 20%. Je parlais tout à l'heure de stratégie, et on va revenir évidemment sur la décarbonation. Et le monde d'aujourd'hui, il demande, en tout cas, je crois que le point de vue est partagé, pas mal d'adaptations. Votre situation pendant l'épidémie de Covid, pendant la pandémie, post-pandémie, et aujourd'hui avec notamment les changements de routes maritimes qui sont dus à la situation géopolitique, vous oblige, j'imagine, sans cesse à innover. La question de la sécurité a beaucoup été discutée ce matin. Comment on fait justement pour être sans cesse en train de remettre le métier sur l'ouvrage? Il n'y a pas de stratégie qui puisse durer, en fait, avec cette situation-là. Dans le secteur du transport maritime et de la logistique, il n'y a pas de secret. Si vous voulez continuer à peser, il faut apprendre à s'adapter. Si vous ne vous adaptez pas aux changements environnementaux, aux changements géopolitiques, autant changer de métier. Et donc, ce qui fait que, oui, ce qui se passe en ce moment en mer Rouge nous oblige à repenser la manière dont on transporte de la marchandise au départ d'Asie à destination de l'Europe. Il faut maintenant contourner par le cap de Bonne-Espérance, qui rallonge les rotations de nos navires de plus de 2 semaines aller-retour et qui nous oblige à consommer malheureusement davantage de carburant plutôt que de passer par le canal de Suez, qui aujourd'hui est impraticable à cause de la situation avec les Houthis. Ça a un impact du coup sur votre activité, sur les prix, sur les marges bénéficiaires? Ça a un impact dans le transport maritime. Toutes les pressions, qu'elles soient géopolitiques, environnementales, ont un impact sur le tarif de fret. Et depuis le mois de décembre 2023, depuis que la crise a éclaté en mer Rouge, il y a une pression forte sur les tarifs de fret, aussi parce que l'économie avance bien. Donc je ne sais pas ce qui a été dit dans les précédents échanges, mais de ce que je vois, moi, de par mon secteur, je vois que la croissance est au rendez-vous en 2024. On s'attendait à être en mode, on dit en anglais soft landing, un peu partout dans le monde. Nous, on trouve qu'au contraire, la croissance en 2024 a été beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. On est de l'ordre de 2-3% un peu partout, sur tous les pays du monde. Vous avez évoqué la question de la décarbonation. C'est vrai qu'ici, à la REF, c'est un sujet qui pose souci aussi à pas mal d'entrepreneurs. On ne sait pas forcément par quel biais attraper cette décarbonation, comment aller plus vite, plus fort. C'est vrai dans votre activité de fret, c'est vrai aussi dans votre autre activité, celle de la logistique. Je crois que vous vous êtes fixé un objectif net zéro à 2050. Où est-ce qu'on en est? Parce que la première étape, c'est 2030, évidemment, pour tout le monde. Et c'est objectif moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ça? Pour être très honnête, c'est un challenge extrêmement ambitieux que d'être carbone zéro en 2050. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment en mer Rouge, qui nous oblige à contourner par le cap de Bonne-Espérance, ça nous oblige à consommer davantage de CO2. Et sur papier, il y a 9 mois, on était très confiants. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec cette contrainte géopolitique, malheureusement, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens pour respecter cet engagement, et je ferai tout ce que je peux pour y arriver. Mais il faut aussi, on vit dans un monde complexe où il faut s'adapter aux différents changements, et ça en fait partie.
Vous avez tout à l'heure donné des chiffres. Effectivement, les sommes investies sont importantes. Ces sommes-là, ces sommes colossales, tous les entrepreneurs ne peuvent pas forcément les investir. Comment on fait, puisqu'on parle de pouvoir, et il faut pouvoir décarboner? Évidemment, tout dépendra de la taille de l'entreprise, mais nous, on a commencé tout petit. Il y a plus de 45 ans, on a commencé avec 4 collaborateurs et dans 25 mètres carrés. Donc je comprends qu'on ne devient pas CMA-CGM du jour au lendemain, qu'il faut du temps, il faut de la persévérance et beaucoup de travail. Maintenant, ce qu'on a essayé de faire, nous, en tant que groupe CMA-CGM, c'est d'essayer d'aider la filière de transport maritime à décarboner, et notamment avec la mise en place d'un fonds qui s'appelle POLS, qui est doté d'un montant d'1,5 milliard en equity du groupe CMA-CGM et qui aide les entreprises dans le transport maritime, dans la logistique, qui ont besoin d'un coup de main pour pouvoir décarboner, et on essaye de faire en sorte de leur faciliter ce long chemin. Vous évoquiez la logistique, Rodolphe Saadé, c'est votre deuxième activité depuis 2019. Pour quelles raisons? Pour avoir justement la totalité de la maîtrise sur l'ensemble de la chaîne? C'est aussi ça qui vous a poussé? En fait, aujourd'hui, le groupe CMA-CGM, c'est 3 piliers. C'est le transport maritime d'un côté, la logistique et puis les médias. Pour ce qui est de la logistique, dans le transport maritime, nous travaillons avec de nombreux clients. On travaille avec des gens comme Walmart, comme Amazon, comme Ikea, qui nous demandent non seulement de transporter de la marchandise d'un port A à un port B, mais également de leur offrir des solutions logistiques, c'est-à-dire tout ce qui est en amont du transport maritime. Et donc, j'ai souhaité investir massivement dans ce domaine. Donc, on a commencé par une première acquisition. Et en 2019, le chiffre d'affaires de la logistique était aux environs de 0. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la logistique, c'est 20 milliards de dollars et nous sommes numéro 5 mondial. Donc, beaucoup de travail a été accompli. Il faut continuer parce qu'on ne s'arrête pas là. Mais c'est vrai que le transport maritime et la logistique sont très complémentaires. Les temps changent et je vais peut-être vous poser la question autrement. Alors, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, pour rester ou pour être puissant, il faut justement diversifier ses activités? Ça dépend dans quel secteur vous êtes. Moi, je suis dans un secteur qui est extrêmement cyclique. Donc, ce qui fait qu'il faut avoir le cœur accroché parce que ça monte et ça descend très rapidement. Ça peut monter très haut, mais on a tendance à oublier que ça peut descendre aussi extrêmement vite. Ça permet de diluer le risque aussi? La logistique permet de diminuer le risque parce que la logistique est beaucoup plus stable que le transport maritime. Donc les investissements sont moins importants parce que quand vous achetez un bateau, ça coûte 250 millions de dollars. Il en faut 12 pour offrir une rotation hebdomadaire entre la Chine et l'Europe. Donc pour ceux qui sont en train de faire le calcul, ça fait beaucoup de milliards. La logistique, c'est moins impactant au niveau de vos investissements. C'est complémentaire. Ça rapporte moins quand ça marche très bien, mais ça perd beaucoup moins quand ça ne va pas. Cette logique de diversification, parce que là, on a parlé des deux activités, et on va évidemment venir sur la troisième, mais on pourrait aussi parler du transport maritime des passagers avec la Méridionale, on pourrait parler des parts dans l'aviation, des prises de participation. Vous êtes aujourd'hui un acteur dans pas mal de secteurs d'activité économique. À plusieurs reprises, quand j'ai eu l'occasion de m'exprimer, j'ai dit que le groupe CMA-CGM investissait entre 85 et 90% de ses bénéfices dans l'entreprise. Et tout ce qui touche au transport maritime et à la logistique font partie maintenant de notre cœur de métier. Et donc, nous avons investi massivement. Et je retiens que vous avez utilisé la Méridionale et que vous étiez très contente de votre traversée. Donc, on relaiera aux équipes de la Méridionale, ils vont être très contents et ça les encouragera à continuer. Plus sérieusement, oui, la Méridionale et l'activité ferry est intéressante pour nous et je souhaite continuer à la développer. On a investi dans 2 nouveaux ferries propulsés au gaz naturel liquéfié qui seront livrés en 2027. L'aérien, on opère une flotte d'avions cargo parce que durant les années Covid, on mettait énormément de temps à transporter de la marchandise à cause des problèmes de congestion entre la Chine et l'Europe. Et donc on s'est dit le meilleur moyen d'accélérer les délais, c'est d'utiliser les voies aériennes et donc on a investi dans une flotte d'avions cargo. Je continue à diversifier et on parlait tout à l'heure de votre troisième pilier désormais, le quatrième pouvoir. C'est comme ça qu'on appelle les médias.
Est-ce que, comme vous l'avez dit devant l'ARCOM, votre ambition est grande? C'est ce que vous avez déclaré quand vous avez racheté Altis Media. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je pense qu'on est nombreux à se poser la question. Qu'après la Provence, après Corse Matin, la Tribune, la création de la Tribune Dimanche et le groupe audiovisuel désormais, départ je crois aussi dans M6, dans Brut, vous allez continuer pour aller où et pourquoi? En l'espace de 2 ans, on a fait déjà beaucoup de choses et là aussi, il y a une super équipe qui s'occupe de ces secteurs-là et je souhaite qu'on continue à développer cette activité dans les médias. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par développer? La preuve, c'est en 2 ans, on a construit une société qui détient la Provence, comme vous le disiez, Corse Matin, la Tribune Dimanche, BFM et RMC. L'objectif, c'est que cet ensemble soit cohérent et continue à se développer. Et comme dans le transport maritime, comme dans la logistique, peut-être avec des montants moins importants, je souhaite quand même, je crois beaucoup au secteur des médias. Pas toujours évident de comprendre quand on est tout nouveau dans ce secteur-là, mais j'apprends vite et j'ai des équipes autour de moi qui me permettent de pouvoir continuer à avancer. L'ambition, quelle est-elle? Pourquoi les médias? Est-ce que c'est pour créer des contre-pouvoirs? Je n'ai pas vocation à créer des contre-pouvoirs. Moi, ce que je souhaite, je suis entrepreneur. Je souhaite développer mon entreprise et c'est déjà pas mal. Alors, ce pouvoir des médias, je ne vous l'apprends pas, il est important. Il est d'autant plus important dans une société où tout va de plus en plus vite, où notamment la circulation des fake news est grande. Est-ce que avoir un groupe de médias comme ça, c'est aussi permettre une information fiable, transparente? Ce sont des mots qui, aujourd'hui, sont souvent battus en brèche. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi l'objectif de ces investissements dans les médias, c'est de mettre à disposition de nos lecteurs une information transparente, correcte, vérifiée, que ce soit au niveau de la presse ou au niveau de l'audiovisuel. Et ça, c'est un de nos objectifs, c'est de continuer à assurer une neutralité dans ce qu'on fait et de donner une information qui est la plus claire possible à nos lecteurs. Vous avez aussi beaucoup misé sur l'innovation. On pourrait parler de Tangram, on pourrait parler de vos investissements dans QTI. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les entrepreneurs. Vous vous en servez déjà beaucoup chez CMA-CGM. Je pense qu'on est au début d'une grande aventure dans l'intelligence artificielle et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'investir dans cette nouvelle technologie. Nous, en tant que groupe CMA-CGM, dans les différents métiers de l'entreprise, nous investissons massivement dans l'intelligence artificielle. On a développé un centre de formation à Marseille qui s'appelle Tangram et un des secteurs que couvre ce centre de formation, c'est les développements de ces nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, le digital et autres. Et on a signé des partenariats avec Google qui nous aident à accélérer notre développement dans l'intelligence artificielle pour tout ce qui concerne les métiers du groupe, que ce soit les médias, le transport maritime et la logistique. Et également, au niveau de QTI, on a lancé ce partenariat avec Xavier Niel et Eric Schmidt, où on a mis un montant conséquent dans un centre de recherche lié à l'intelligence artificielle basé en France. On comprend, quand on voit les différentes activités dans lesquelles vous êtes, que c'est important aussi pour vous, depuis Marseille, mais pas que, de bâtir une économie forte. On sent que le groupe CMA-CGM veut compter dans l'économie pour la France, mais aussi à l'international. C'est votre vision, c'est que la France doit avoir des entreprises fortes pour pouvoir compter à l'extérieur? Personnellement, je crois beaucoup en la France. J'habite la France depuis une quarantaine d'années et la France a un énorme potentiel. Nous sommes, basés à Marseille où se trouve le siège de CMA-CGM et je voyage dans de très nombreux pays et je trouve que le meilleur endroit où on peut développer ses affaires, c'est la France. Alors évidemment, il y a des problèmes comme ailleurs, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que tout le monde dans cet hippodrome va vous donner une liste de problèmes qu'elle rencontre. Mais moi, je suis plutôt de nature positive et je pense qu'à tout problème, il y a une solution. Et en France, on y est très bien, même si c'est compliqué en ce moment.
je considère qu'on peut avancer. Alors, c'est compliqué. Ça fait plusieurs fois que vous dites que c'est compliqué. Moi, justement, je vous ai posé toutes ces questions sur vos différentes activités parce que je voudrais savoir si vous pensez qu'aujourd'hui, l'économie mène le monde et si aujourd'hui, on a en France encore la capacité d'agir. On parle de pouvoir, on parle de puissance. Est-ce qu'aujourd'hui, même si la situation politique est quelque peu bloquée, on a encore des marges de manœuvre quand on est entrepreneur? Mais bien sûr qu'on a des marges de manœuvre. Vous avez aujourd'hui de très grands groupes français qui trustent le haut du podium dans leur domaine de compétences. Donc moi, je mélange pas tout. Alors, je comprends les inquiétudes parce que je suis inquiet aussi, mais je mélange pas tout. Mais on a une instabilité politique qui est là, clairement, depuis le lendemain des européennes, hein, même probablement avant. Vous êtes confiant malgré tout dans l'économie. Vous avez parlé de signaux que vous voyez, signaux faibles, signaux forts, je ne sais pas. Vous savez, quand vous m'avez posé une de vos nombreuses questions, je vous dis on s'adapte. Agilité. Il faut qu'il y ait une décision qui soit prise et on s'adaptera, que ça nous plaise ou pas. Je lisais il y a quelques jours un article où il était écrit que vous aviez fait, vous me détromperez si c'est faux, mais l'apprentissage du pouvoir. Alors je vous demande tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, Rodolphe Saadé, vous êtes un homme de pouvoir? Je suis un entrepreneur, fier de l'être, et c'est ça qui compte pour moi. Alors si dans mon job d'entrepreneur, il y a du pouvoir, eh ben, il y a du pouvoir. Il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on termine par quelque chose qui est important. J'ai entendu tout à l'heure le mot olympique. Je sais que ça vous tient à cœur, olympique et paralympique. Vous êtes partenaire en solutions logistiques. C'était important pour vous, là aussi, d'être aux côtés de la France sur un événement comme celui-là? Vous avez commencé par Olympique, j'ai pensé Olympique de Marseille. Donc parce qu'on est aussi sponsor de l'Olympique de Marseille, mais on est surtout... J'avais oublié le S. Mais on est surtout sponsor des Jeux Olympiques, qui a été un magnifique événement. Pendant 2 semaines, la France était sur un nuage. Et donc, nous avons assuré le transport de nombreux bagages qui venaient de l'étranger pour les différents athlètes. On a assuré également le stockage de la marchandise pour les JO. Donc, on a fait avec notre filiale Seva Logistique beaucoup de choses. Et ça participe aussi à redorer l'image de la France à l'international? Bien sûr, parce que tout le monde était très heureux et tout le monde a vécu pendant 2 semaines, peu importe la nationalité, un moment exceptionnel. Rodolphe Saadé, on est devant un parterre d'entrepreneurs, de patrons, de journalistes, de gens qui aiment l'économie. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, de partager avec eux? Aujourd'hui, on est dans ce magnifique lieu de l'hippodrome de Longchamp pour parler de pouvoir. Si vous aviez un message à leur délivrer, quel serait-il? Je pense que c'est de continuer à vous battre, parce que peu importe les difficultés, peu importe les challenges que vous allez rencontrer les uns et les autres, il faut avoir envie. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer son activité, c'est comme ça qu'on peut se développer et on peut grandir, parce qu'il y aura toujours des difficultés, mais il y a toujours des solutions aux problèmes. Donc c'est la passion, et moi ce qui m'anime dans mon rôle de PDG de CMA CGM, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire au quotidien, et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Rodolphe Saadé, d'avoir été avec nous pour ouvrir cet après-midi ici à la REF.